bienvenue pour la suite de cette immersion avec Visit Britain. Merci beaucoup Séverine Tarot, tu es la directrice donc, de Visit Britain en France. Merci Anaïs d'être là, Anaïs Braque, donc tu es digital manager, on peut dire ça, de Visit Britain en France. Vous êtes une équipe de 5 personnes et vous avez passé 3 années compliquées, même un peu plus que tu disais tout à l'heure. On est là pour illustrer, tu as dit tout à l'heure, il y avait pas mal de textes, pas mal de choses à raconter pour présenter Visit Britain. Là, on va avoir pas mal d'images, notamment sur la stratégie digitale de Visit Britain en France, qui bien sûr est issue aussi de la stratégie digitale du siège. Tu vas nous expliquer, Anaïs, tout à l'heure comment fonctionne l'organisation avec le siège aussi. Mais voilà, la présence de Visit Britain ici, c'est pas un hasard. Vous avez l'historique avec Amsterdam, avec la Flandre, avec d'autres acteurs. C'est un retour d'expérience qui nous fait un peu sortir, comme on dirait, out of the box, qui nous fait sortir de notre quotidien d'institutionnel du tourisme franco-français et prendre un peu de hauteur sur les mêmes métiers que les nôtres, mais faits par un pays étranger, une destination étrangère, avec le prisme quand même d'une équipe française, totalement française, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup d'équipes étrangères, de destinations étrangères en France. Là, c'est franco-français, donc c'est hyper intéressant de voir le gap des deux. Et des enjeux qui sont les mêmes que vous, c'est-à-dire promouvoir un territoire, utiliser les canaux de promotion, poser une stratégie, décliner une plateforme de marque, et puis dans le cas de Visit Britain notamment, un tourbillon de problématiques qui a rendu votre présence particulièrement intéressante, puisque vous avez successivement vécu, comme tu disais tout à l'heure, le Brexit, un Premier ministre controversé, la livre sterling qui pose des problèmes. Bon, je te passe la mort de la reine, mais enfin c'est quand même la cerise sur le gâteau malheureusement. Et puis bien sûr la crise sanitaire qui a été aussi très problématique pour une destination insulaire qui a toujours vécu aussi la relation avec les virus et les maladies et les pandémies de manière très stricte. Donc c'était quelque chose d'assez spécial. Vous avez fait preuve d'une grande résilience. Et je crois que c'est un mot très galvaudé qu'on a un peu ras-le-bol d'entendre. Mais néanmoins, je pense que le terme s'applique quand même très bien à vous. Et tu vas nous expliquer, Anaïs, et avec aussi les compléments de Séverine, comment ça s'est fait, avec des slides très intéressantes sur vraiment le quotidien du digital, notamment des réseaux sociaux, de comment c'est fait, comment c'est raconté, et puis comment on gère la crise. Ça va, tu as bien vécu l'arrivée à Pau, la présentation de Séverine? Oui, oui, très bien, très bien. Vous m'entendez bien là? Ouais. Oui. Donc, merci d'être venu jusqu'à nous dans cette salle en sous-sol pour Visit Britain en profondeur. Donc oui, je vais prendre le relais de Séverine. Je vais essayer de vous donner plein de conseils, plein de d'estimations de ce que nous on fait avec nos budgets, de ce qu'on peut faire avec moins de budget, parce que vous allez voir que nous cette année on a peu de budget. Enfin voilà, d'essayer de vraiment vous emmener dans notre quotidien du digital, voir comment on a survécu ou essayer de survivre aux deux crises, donc Brexit, Covid ou Covid-Brexit, on ne sait plus dans quel sens ça s'est passé, mais voilà, on est toujours là. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Au niveau des questions, Nicolas, est-ce qu'on fait tout à la fin? Est-ce qu'on fait au Oui, fur et à plutôt à la mesure? fin. Notez vos questions, on va les prendre à la fin. Puis moi, de toute façon, je suis là pour pimenter un peu le débat aussi, donc Okay. j'en aurai peut-être en cours de route. Ok, c'est parti. Donc voilà, Séverine et moi-même on fait partie donc, de Visit Britain. Je suis responsable marketing digital pour Visit Britain. Je vais vous montrer les différentes facettes. On a une équipe de 5 basée entre la France et Londres, donc avec une personne qui bosse pour les réseaux sociaux, Laura, qui est basée à Londres. Je reviendrai dessus, mais c'est assez important d'avoir quelqu'un sur place qui crée du contenu, etc. Voilà. Rapidement, notre mix channels, donc on est sur le B2B, sur le B2C et sur la presse. On a 3 angles d'attaque bien distincts, tout en bossant vraiment tout ensemble en forte intégration. Donc déjà moi, qu'est-ce que je fais au quotidien? Donc pour le B2C, on a un site B2C, je vais vous le montrer, visitbritain.com, qui contient beaucoup d'informations, trop d'informations. On est en train de travailler un autre site plus épuré, avec moins d'articles, moins d'infos, enfin pour faire moins mais mieux, qui contient à notre site actuel des itinéraires, des bons plans, des conseils de voyage, plein de choses. Nos réseaux sociaux, grosse partie du travail, donc
pour donner beaucoup d'inspiration, pour vous faire rêver, pour donner envie, et puis une fois de plus des tips de voyage, des idées d'itinéraire et puis des informations très pratico-pratiques. On envoie des newsletters 2 fois par mois. C'est très inspi aussi. On partage des produits, que ça vienne de notre shop ou de nos partenaires. Et une autre grosse partie de mon travail, c'est les campagnes médias. Donc il y a toute une partie sur un exemple de campagne média qu'on a fait cette année en 2022, avec une estimation de budget, etc., pour vous montrer ce que nous, on fait à notre échelle. La partie presse, donc on a un site presse avec des story ideas qui sont mises en ligne chaque mois en fonction des événements, des ouvertures, d'expos, musées, etc. Relayés par des newsletters et des communiqués de presse. Organisation de voyages de presse, bien évidemment, donc avec des journalistes, mais aussi toute la partie influenceurs. Donc là, c'est pareil, moi j'ai préparé quelques slides pour vous montrer comment on travaille, nous, avec les influenceurs chez Visit Britain. Et puis Corporate Com, voilà, bien évidemment. Et enfin, la partie B2B. Donc il y a Cécile qui est là, donc si vous avez plein de questions B2B, elle est là pour vous répondre après. Avec des newsletters, un webinaire par mois. Le webinaire, c'est focus sur une destination ou une thématique avec des intervenants extérieurs. Tout ce qui est B2B et B2C campaigns. Tout ce qui est management des key accounts, et puis l'organisation des événements, donc salons, workshops, etc. Ce qui est vraiment important, donc on est une personne dédiée par Channels, mais on travaille vraiment en intégration, on soutient moi en B2C, je soutiens la presse, je soutiens le B2B, et idem inversement. Donc voilà, on est vraiment en pure intégration toutes les trois. Anaïs, j'ai une question sur le B2B. Qui sont les partenaires qui font le business de Visit Britain? Qui sont les partenaires qui font venir des voyageurs en Grande-Bretagne? Cécile, tu veux trop bien. Ah bah parfait. Bonjour à tous. Alors les partenaires tour français, tu veux dire des tours tu veux des noms ou des types de... Oui, des exemples. Alors on a les tours opérateurs classiques, hein. On a des Kioni, on a des Brittany Ferries, on a des Salin Holidays, vraiment les classiques à la fois groupistes et individuels. Il y a de plus en plus évidemment d'acteurs en ligne aussi, donc des gens qui revendent des packages globaux ou simplement des expériences. Je pense à des gens comme Cities par exemple, mais c'est une destination qui est assez bien vendue en B2B avec une particularité, avec un gros focus sur l'Écosse. Il y a beaucoup plus de programmation Écosse et Londres que reste de la Grande-Bretagne. Merci. Je vais maintenant me plonger dans nos réseaux sociaux, vous montrer ce qu'on fait. Donc nous, on vise assez large. On est sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. On essaye de tout faire. On ne fait pas forcément tout bien. Donc moi, je ne suis pas du tout là pour vous apprendre comment on gère des réseaux sociaux, mais je suis vraiment là pour vous montrer ce que nous, on fait et ce qu'on essaye de faire avec nos budgets alloués. Donc déjà, Instagram. Vraiment, la mission, nous, qu'on voit pour notre compte Instagram, c'est de faire rêver, d'inspirer, de donner envie. On poste 5 fois par semaine, donc on est quand même hyper présent. On a 40 000 followers et on a un reach d'à peu près 500 000 par mois, qui est une petite année. Donc je vous montrerai l'évolution par rapport aux années précédentes. Et cette année, on fera seulement... Les budgets sont encore en pourparlers, mais a priori, ce sera seulement de l'organique. Donc voilà, on arrive à atteindre 500 000 personnes par mois seulement de manière organique. Et puis, on passe à de plus en plus de vidéos, on fait de plus en plus de formats stories, reels. Comme vous le savez tous, je vous montrerai aussi des exemples de vidéos qu'on poste sur Facebook, Insta et TikTok. Donc Facebook, il y a une variété de contenus et de formats qui est assez impressionnante sur Facebook. On essaye de tous les utiliser ou presque. C'est beaucoup d'inspi et puis c'est aussi d'autres formats assez fun du type des recettes, de cuisine, des quiz, des itinéraires dans des quartiers de Londres moins connus ou dans des régions de Grande-Bretagne. Des articles de blog qu'on repartage, donc des blogueurs qu'on aime bien et qu'on repartage, parce que souvent ils ont une manière de parler de la Grande-Bretagne que nous on n'a pas et qu'on apprécie beaucoup, et puis du contenu pratique, notamment au moment du Covid et du Brexit, on a beaucoup utilisé Facebook. On a 130 000 followers, on poste 4 fois par semaine, et puis on a un reach un peu plus important que sur Instagram, donc 550 000 par mois, et idem, pour le moment, c'est que de l'organique pour cette année financière.
Et enfin Twitter, donc là c'est beaucoup plus d'infos politiques, gouvernementales, des infos de campagne, corporate. On a 3500 petits followers et un petit reach de 5000 par mois. On trouve qu'il y a très peu de valeur ajoutée à notre Twitter, donc peut-être qu'on s'en occupe pas bien, peut-être qu'on fait trop de choses, pas assez qualitatives, mais on pense l'arrêter. On a moins d'engagement qu'avant, on voit moins l'intérêt qu'avant de continuer sur Twitter. Donc plutôt que d'être sur toutes les plateformes, on préfère se focus sur quelques réseaux sociaux et les faire mieux. Donc Twitter, a priori, d'ici la fin de l'année, il n'y sera plus. Et puis TikTok, on s'est lancé dans l'aventure TikTok. Donc chez Visit Britain, il y a un compte global TikTok qui est géré par Londres. Et nous, on est le seul marché à avoir lancé notre compte TikTok, donc en France. Je vais vous montrer, mais on trouve que c'est pas hyper facile. Donc je sais qu'il y a des acteurs français qui s'en sortent super bien, notamment des stations de ski, etc. Enfin, j'étais vraiment bluffée. Nous, on rame un peu. Donc voilà, donc TikTok, c'est beaucoup de l'exploration, de l'inspiration. Et puis, comme Séverine l'expliquait en plénière, c'est vraiment une bonne manière pour nous d'atteindre notre nouvelle audience, donc les experience seekers, donc une audience plus jeune, plus dynamique. On a 700 followers et un reach d'à peu près 40 000 par mois. Donc c'est le petit nouveau. On n'a pas de budget. On avait du budget en 2021, ça nous a beaucoup aidé. Cette année, on n'a pas de budget. On trouve ça super difficile en fait de construire notre audience. Et on suit les tendances. Donc Laura, qui bosse avec moi, est beaucoup plus experience seekers. Voilà, elle a beaucoup moins de cheveux blancs que moi. Et en fait, malgré toutes ses connaissances, etc., les vidéos canon qu'elle fait, c'est difficile. On trouve ça difficile de suivre les tendances et de se faire une place dans l'algorithme TikTok. Je vais quand même vous faire un petit focus parce que je trouve ça assez intéressant. Donc on l'a lancé en février 2021. On poste à peu près une vidéo par semaine, ce qui n'est pas suffisant. Mais en fait, on n'a pas les ressources en interne pour faire plus. Et c'est du contenu créé en interne. Donc Laura, qui est basée à Londres, c'est elle qui crée ce contenu. Elle se balade beaucoup dans Londres ou même ailleurs pour prendre du contenu et ensuite créer des vidéos. Donc je vais vous montrer des exemples. Donc on a eu un peu de boosting. Voilà, je voulais vous montrer ce graphe parce que je trouve ça quand même assez intéressant. En octobre, novembre, janvier, février, mars, ça ce sont les mois où on a boosté. Donc en fait, on passe d'un reach entre 100 et 1000 par mois sans boosting à entre 100 et 1000 par vidéo à entre 100 et 200 000 par vidéo et par mois, du coup, voilà, c'est assez impressionnant. Et pour des tout petits budgets, parce que parfois on mettait juste 60 € pour une vidéo et plaf, elle explosait à 200 000 vues. Donc, mais voilà, cette année on n'a pas de budget, on essaye de faire un peu différemment. Et puis je voulais vous montrer cette vidéo parce que honnêtement, c'est quand même assez compliqué de suivre l'algorithme TikTok. Parce que moi, cette vidéo, je la trouve pas dingue. Elle est le montage est pas ouf. Rien n'est ouf dans la vidéo. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en fait, elle est hyper authentique. Elle est assez rigolote et puis surtout, elle est hyper british. Parce que vous allez voir, donc c'est la relève de la garde à Buckingham et en fait, il joue la musique de James Bond. Du coup, je veux bien, Nicolas, que tu la lances cette vidéo, s'il te plaît. Voilà, donc vous entendez James. On va pas la laisser en entier, je te remercie. C'est la relève de la garde à Buckingham. Celle-là, elle a fait plus de 100 000 reach en organique. On est d'accord que c'est pas une vidéo de ouf. Voilà. Donc il y a d'autres vidéos qu'on trouve beaucoup plus quali, qui a un petit reach de 500. Donc on est encore en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Et je pense aller parler à des destinations françaises pour qu'ils m'expliquent un peu plus comment ils font. Voilà. C'est un peu le mystère TikTok qu'on n'a pas encore résolu. Oh, ça m'a l'air assez rationnel, au contraire. C'est typiquement le genre de contenu qui cartonne sur TikTok. Ce qui est difficile, par contre, effectivement, c'est de sortir de nos codes narratifs historiques et de se dire qu'on est dans un univers
algorithmique qui est très différent. Et je ne suis pas étonné qu'elle ait fait ce score-là. Par contre, là où je suis surpris et admiratif, c'est qu'une destination étrangère en France ait autant de réseaux sociaux animés. C'est une performance. Peut-être parce que la France est le premier marché de la Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas. Deuxième, pardon. Oui, c'est une belle performance, surtout qu'on n'est pas beaucoup à s'en occuper. Donc voilà, après, typiquement TikTok, ce réseau mériterait qu'on poste plus souvent, etc. Donc voilà, c'est aussi une réflexion pour l'avenir. On a aujourd'hui plein de réseaux sociaux. Est-ce qu'on les garde tous ? Twitter, on a décidé de peut-être le mettre de côté. Voilà, c'est aussi une réflexion, parce que c'est difficile de tout faire, tout très bien. Et ce qu'on disait, c'est que vous avez une difficulté à lancer LinkedIn, c'est ça ? Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on en parlera cet après-midi à 14h30 d'ailleurs, et il y a une conférence LinkedIn demain matin, je fais la pub en même temps, des autres interventions, parce que ça va rappeler ce que tu es en train de dire, c'est quel est l'écosystème aujourd'hui qu'on choisit de ces réseaux sociaux et comment on fait des choix, surtout quand on est une destination étrangère en France qui n'a pas les mêmes moyens qu'un CRT ou un CDT. Je trouve ça assez courageux donc de lancer tout ça, et aussi de faire ce choix de renoncer, c'est-à-dire de se dire que Twitter c'est en forte baisse effectivement sur le tourisme, pas sur d'autres thématiques mais sur le tourisme, et que potentiellement vous allez vous battre pour lancer une page LinkedIn France, j'espère, je croise les doigts pour vous, parce qu'il y a quand même un enjeu fort. Exactement. Et puis, alors, je vais maintenant me pencher dans le vif du sujet, le Covid, le Brexit, gestion des crises, et qu'est-ce qu'on a fait nous sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, mars 2020, la nouvelle tombe, je ne vais pas refaire l'histoire, début de la pandémie, bim, les frontières ferment. Donc nos missions, nous, pendant toute cette période, ça a été de rassurer, d'informer, de maintenir la communication, de maintenir le lien avec nos followers, de pas du tout s'effacer, de divertir les gens malgré tout, et puis de continuer à inspirer malgré les frontières fermées. Donc je vous ai mis le premier post parce que pour nous, c'est un côté un peu émouvant. Donc là, c'était le 20 mars. Nous traversons tous une période difficile et nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous accueillir chez nous en Grande-Bretagne pour partager un afternoon tea ou un verre au pub. Blablabla. Ce qu'on raconte, c'est que voilà, les frontières ferment, mais nous, on reste présents, qu'on va continuer à alimenter à fond nos réseaux sociaux, notre site, nos newsletters. Et en fait, maintenant, avec un peu de recul, on se rend compte que limite, on n'a jamais été aussi présent que pendant la pandémie, parce que, c'était un contexte très différent d'habitude, mais en fait, il y avait une espèce d'émotion qui ressortait de tout ça. Et nous, on voulait vraiment continuer à informer, à divertir les gens et à continuer à balancer notre mood british aux gens. Donc d'autres exemples, et puis donc là ce qu'on a fait, c'était vraiment d'informer. Donc on a posté dès que les conditions d'entrée changeaient. On a posté beaucoup parce que nos conditions d'entrée ont beaucoup changé. Donc voilà, vous voyez les dates, vous voyez les différentes photos en lien avec nos annonces. On essaye d'adapter nos images aux messages au maximum. Donc, quand c'est une bonne nouvelle, on met une image plutôt positive. On essaye toujours de mettre des images assez inspirantes. Et on a beaucoup posté ce genre de choses en disant attention, les conditions d'entrée changent. Maintenant, il vous faut un test PCR à J+2, J+5, etc., etc. Enfin voilà, c'était une période assez longue et assez compliquée. Et puis, un autre exemple, je voulais vous montrer, on a fait des lives. Alors, c'est en plus de nos posts réguliers, on a fait des lives pour expliquer les nouvelles formalités et répondre aux questions en direct. Donc, c'est un format super apprécié. On a eu énormément de questions en direct, énormément de gens qui se sont connectés. Honnêtement, il faut être assez brave pour le faire, parce que, par exemple, sur Instagram, on a 40 000 followers, sur Facebook, on a 130 000 followers. Donc, voilà, ça veut dire que on se connecte virtuellement face à potentiellement tous ces gens-là, même si tout le monde n'est pas bien sûr connecté en même temps. Mais c'est très facile à mettre en place. C'est gratuit, c'est hyper efficace, et puis ça nous a permis de mettre en place énormément d'interactions en fait avec nos followers, de pouvoir répondre aux questions en direct, et puis ensuite de continuer avec des questions donc, qui étaient très précises, de pouvoir poster ensuite derrière en disant voilà, j'ai fait référence à telle chose, et bien je vous le mets là, ou voilà, faire des liens avec nos sites, avec les newsletters, on reprenait les infos, enfin c'était vraiment, tout ça était très intégré. Donc quelques chiffres sur Insta, début octobre 2021, 13 000 vues.
en live, et sur Facebook. Donc on s'était associé à un blogueur qu'on aime bien, c'est A Kiss from UK, il s'appelle Jean, 6000 vues avec Jean, voilà. Donc, et avec Laura et Séverine. Un autre pan aussi, on a diverti, donc on a essayé de continuer à en fait voilà, continuer à donner des messages assez positifs en lien avec la Grande-Bretagne. Donc ça pouvait être des lieux de tournage de séries ou de films, ça pouvait être des recettes de cuisine, ça pouvait être la découverte d'un quartier de Londres, d'un quartier de Liverpool, enfin voilà, des itinéraires. Et puis on a essayé de faire voyager à distance. Donc là, par exemple, on a fait une visite virtuelle des décorations de Noël, de fin d'année, donc forcément de fin d'année, de Noël, de Londres en 2021, parce que voilà, Londres, c'est vraiment quelque chose qui attire beaucoup. C'est une grosse période pour nous, toute la période de Noël, entre les décorations, le shopping, etc. Donc on trouvait ça assez sympa de faire vivre à distance les décorations qui étaient mises en place à Noël. Et puis un autre exemple, donc là c'était Facebook, et puis sur Instagram, ça c'est une petite balade dans les Cotswolds en plein hiver, donc région hyper jolie, hyper typique british, donc voilà, qui a permis aussi de pas mal faire voyager. Puis vous voyez 3000 likes pour cette publication organique, donc c'est des scores assez intéressants. Et ensuite, donc, en plus du Covid, nous, on a géré le Brexit, donc on a tout géré en même temps. Et donc, le gros boulot autour du Brexit, c'était surtout d'informer, parce qu'en fait, c'était hyper difficile d'avoir toutes les informations. Ça paraissait être quelque chose d'un peu insurmontable quand on n'est pas dans le monde du tourisme. Donc voilà, donc nous, on voulait vraiment donner toutes les nouvelles règles Brexit avec différents formats. Donc on a fait des vidéos, on a fait des articles, on a créé un hub sur le site qu'on partageait sur nos réseaux sociaux. On a fait des quiz, on a fait des posts, on a fait des stories. Enfin, franchement, je pense qu'on a fait tous les formats possibles. On a essayé de simplifier les messages au maximum, parce que c'est vrai que c'était assez compliqué. Et puis, les informations étaient souvent en anglais, sur les sites du gouvernement anglais, donc c'était assez compliqué à suivre. Donc voilà, donc là, je vous ai montré un exemple d'une vidéo sur Facebook et un autre post sur Facebook avec les grands points à connaître, donc visa et passeport, voyager avec un animal de compagnie et conduire au Royaume-Uni. Un reach de 50 000 organique, ça c'était de l'organique, avec 2700 clics directs sur notre site Visit Britain, donc le hub qu'on avait créé. Donc voilà, c'est de l'information pure et dure et ça a super bien performé. Donc juste pour rappel, vous avez juste besoin d'un passeport pour venir en Grande-Bretagne. Vous pouvez conduire avec votre permis B français et puis vous pouvez venir avec votre animal de compagnie si vous complétez les bons documents. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose qui change, il faut juste que vous ayez un passeport. Non, il n'y a pas de quarantaine, non. Et ensuite, donc le Brexit, on a aussi rassuré. Donc on a répété, redonné les infos sous différents formats. Donc là, je vous remontre d'autres formats, donc des quiz, des stories, enfin voilà, des posts. Voilà. L'idée, c'était vraiment de répéter les infos pour que les gens intègrent. Et puis voilà, le message clé de toutes nos publications, c'est que les règles de voyage changent, mais en fait les voyages restent hyper accessibles sous condition d'avoir un passeport. Et puis je voulais quand même vous montrer notre reach parce que donc entre 2019 et 2022, on a un peu vécu la chute libre. Alors en relisant ma slide, c'est pas hyper clair. C'est un reach moyen par mois, mais le budget là est annuel. Donc voilà, faut faire le petit. Donc en 2019, par exemple sur Instagram, on était à plus d'1,6 million par mois, avec un budget assez conséquent par an. Et maintenant, vous voyez, on n'a plus de budget et on est autour de 500 000, que ce soit Facebook ou Instagram. Donc voilà, c'est une grosse chute. En revanche, ce que je voudrais montrer ici aussi, c'est que donc 1, on a moins de budget, 2, on a vécu 2 crises, 3, il y a quand même eu un gros changement d'algorithme méta, et on est quand même encore là. On survit. Et puis, je voulais aussi vous montrer par ce tableau l'importance des formats stories qui prennent de plus en plus de place. Donc voilà, donc nous, c'est vraiment un moyen pour nous de toucher de plus en plus de monde. Grâce à nos stories, on fait moins de posts, mais plus de stories. Donc voilà, c'est un équilibre.
Je dirais qu'il ne faut pas montrer ça à ton directeur financier parce qu'il va dire, en fait, proportionnellement, ça marche beaucoup mieux quand il n'y a pas d'argent. Ouais, mais je vous le le montre dit. que à vous, c'est hyper confidentiel. En fait, ce qu'il faut quand même voir, j'imagine que la ligne 17 000 €, il y a aussi eu des campagnes de promotionnelles, des campagnes commerciales également. Oui, alors là, les 17 000, c'était dédié au boosting. Voilà. En fait, c'était l'année d'un peu de la reconquête à fond, l'année 2021. Donc, il y a eu des campagnes en plus. En 2022, il y a eu des campagnes, mais en boosting pur et dur, on a eu 0. Ce qu'il ne faut pas laisser croire à des décideurs et des gens qui ne comprennent pas ce genre de tableau, c'est que si tu mets 0 en année 1, ça peut marcher, mais l'année 2, ça va chuter inexorablement, profondément, puisque les réseaux sociaux sont hyper dépendants de la publicité désormais. Et que ça montre, c'est plutôt, je crois, une très bonne nouvelle. Ça montre que sans budget, vous avez réussi à tenir comme ça, mais ça ne peut pas durer longtemps. Mais c'est quand même des très belles performances pour 0 €. Ouais, mais on est d'accord que ça ne va pas durer longtemps. Donc, si nos financiers nous Et ça a probablement demandé une énergie considérable aussi. Oui, beaucoup. Quelques exemples de vidéos. Donc, je pense que c'est toi qui vas devoir les passer, s'il te plaît, Nicolas. La première, celle-là, elle a eu un record de vues, d'engagement, de saves, de tout sur Insta par rapport à nos Reels précédents. Voilà, donc ça c'est du contenu qui est créé par Laura qui est basée à Londres. Donc typiquement, il y avait ce café hyper sympa dans une église. Donc ils se sont dit tiens, on va créer un Reels. Deuxième vidéo, je vous ai mis un peu de Kate quand même. Parce que bon, voilà. Hein. C'était au moment du défilé People of Color, au moment du jubilé de la reine. Et attention, Kate. Voilà, et la troisième, je voulais vous montrer l'exemple parce que c'est une vidéo qui est créée par une agence donc, qui s'appelle Storyman, qui nous a créé plusieurs vidéos de campagne, notamment celle-ci. Donc c'était vraiment pour montrer, donc là c'est une vidéo sur Brighton qui a été créée à l'occasion de tous les événements Pride qui ont eu lieu un peu partout, mais notamment en Grande-Bretagne. Donc voilà, c'est un style assez différent, mais qui est vraiment bien en lien avec la campagne que je vous montrerai ensuite, de découvrir une Grande-Bretagne différente. My name is Jack and I live here in Brighton and I am a drag queen. Jack by day, Ava by night. Where better to celebrate the Jubilee than gorgeous Brighton, a city full of queens. It's great! You've got to have that perfect dress for that royal occasion. Brighton Pride, a big, massive party, a day of love, all the glitter, all the sequins. You've got to have your palace. We've got a big, juicy one here. She's beautiful. It's the Brighton Pavilion. We've got a massive table. You can fit 50 queens around. Think of the party we'd have. Brighton is amazing, especially in the summer. Music, arts, cabaret and entertainment, coffee, cake, lots of food. Delicious. If you love the outdoors, there is no better place. If you're brave enough, you can jump in the sea. Everyone's going to do it once. Voilà, donc la campagne Bienvenue dans une autre Grande-Bretagne. Donc ça a vraiment tous les codes de la campagne. Une Grande-Bretagne diverse, différente, qui montre des emblématiques with a twist, comme on dit. Donc là, c'est Brighton avec le pavillon de Brighton, et vu via un angle avec la Pride et cette drag queen qui nous raconte elle, son quotidien à Brighton. Juste un petit focus sur donc notre site web qui va être repensé en refonte totale en début 2023.
Donc ça, c'est notre site web actuel. 750 000 visites par an, dont 153 000 visites, ce que l'on appelle de qualité, donc c'est-à-dire qui durent plus d'1 minute sur site. Donc, comme je vous disais, sur ce site, il y a beaucoup de choses. C'est pas très bien organisé. On a beaucoup d'itinéraires, beaucoup d'infos pratiques, beaucoup de contenu, voilà, qu'on additionne un peu comme ça, sans vraiment de réel fil d'Ariane, sans vraiment. Enfin, c'est un site qui est assez vieux, qui est pas vraiment pensé pour le mobile. Et oui, on est en 2022. Donc voilà. Donc on passe à un site plus. Alors. Ici, c'est peut-être pas, ça saute peut-être pas aux yeux. En fait, j'ai pas encore le site en français pour vous le montrer. Ça, c'est une maquette du site anglais qui va être live bientôt. Donc, c'est un nouveau design avec plus de fonctionnalités qui sera live début 2023, avec plus de formats dispo, entièrement pensé pour le mobile. Et puis, donc voilà, avec moins de contenu, mais du contenu plus quali, plus ciblé. Et en fait, une fois de plus, on est vraiment dans cet esprit de faire moins mais mieux. On va essayer de moins créer d'articles tout le temps, mais de les faire de manière plus réfléchie et plus ciblée. Maintenant, tout ce qui est blogueur, influenceur, donc je voulais montrer vous quelques exemples. Donc, celui-là, il date un peu, je vous l'accorde, Alex Viseo, avril 2019, mais en fait, je voulais juste vous le montrer parce qu'il y a un truc intéressant dedans. Donc, il nous a créé 2 vidéos YouTube, un article de blog, et il nous a créé un retour d'expérience sur visitbritain.com. En fait, c'est un article qui performe encore vraiment bien chez nous, parce que ça a du coup permis un bon SEO, donc avec Alex Viseo, Liverpool. Donc voilà, nous, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, en fait, que les blogueurs créent du contenu pour nous, qu'on puisse ensuite poster sur nos plateformes, notamment visitbritain.com. Voilà, pour 5 000 €. Je vous mets les budgets. Ensuite, février 2022, on a envoyé Le Coin d'Élodie. C'est une blogueuse qui a 400 000 followers sur Instagram. On l'a envoyé à Londres, donc en lien avec notre campagne Découvrir Londres autrement. Ce qu'on voulait vraiment qu'elle montre, c'était le côté très arty de Londres, donc architecture, art, de faire découvrir des quartiers assez méconnus et des choses voilà, hors des sentiers battus que les touristes ne vont pas forcément voir d'habitude, type Bermondsey, type le Barbican Center. Donc elle a eu un reach de 92 000 et un budget de 4 000 €. Ensuite, mars 2022, donc les Best Jobbers, c'est un couple qu'on a également envoyé à Londres. Là, le thème, c'était voyage durable, donc green. Ils nous ont créé un article de blog, un post Facebook, des posts Insta et des stories Insta et Facebook tout le long de leur séjour. 145 000 de reach et 4 500 € de budget. Donc, je vous ai montré quelques visuels de ce qu'ils ont fait. Et en fait, je voulais vous montrer ça. C'est des choses que nous, on a gérées en interne, l'équipe France, versus des grosses campagnes d'influence qui faisaient partie de notre grosse campagne média. Ça a été géré par Londres. Donc, ce sont des influenceurs français, très lifestyle, des gros influenceurs, par exemple Jérémy de Koh-Lanta, qui ont eu un total de reach de plus de 21 millions. Donc, c'est colossal. Le budget était aussi assez important, de 11 000 € par influenceur. Et en fait, je voulais juste vous montrer la différence, parce que ces influenceurs lifestyle, nous, c'est pas trop ce qu'on recommande. Ils n'ont pas vraiment donné l'image de la Grande-Bretagne qu'on aurait aimé qu'ils donnent. Voilà, c'est pas vraiment en lien avec ce qu'on voudrait montrer. Voilà, c'est plus difficile à manager des gros influenceurs que des gens comme les Best Jobbers ou Elodie qu'on connaît très bien et qu'on peut emmener où on veut un peu dans Londres. Donc, à mon niveau, il y a des agences qui font ça bien mieux que nous, mais nous, à notre niveau, on voulait vous partager quelques tips et conseils avant de travailler avec un influenceur. C'est déjà, qu'est-ce qu'il va livrer et penser sur le long terme. Parce que, ok, les stories, c'est top, mais qu'est-ce qui peut rester? Donc, un article de blog, c'est quelque chose que vous pouvez repartager plus tard, dans plusieurs mois, plusieurs semaines, sous différents formats. Donc, voilà, pensez à ça au long terme. Essayez de négocier des images en propre. Quand ils sont dans votre destination, en fait, s'ils prennent des images que vous pouvez ensuite vous garder dans votre librairie pour vous en servir pour vos actions commerciales, payantes ou pas, tout ça, c'est des droits à négocier avec eux, mais c'est toujours bon d'y penser en amont.
Est-ce qu'il peut créer un article en plus sur votre propre site, donc, comme avait fait Alex Viseo à l'époque. Donc, comme je vous le disais, c'était hyper bon en termes de SEO, de trafic, etc. Donc c'était hyper intéressant pour nous. Et puis choisir les blogueurs par affinité, prendre le temps et vraiment privilégier du contenu de qualité versus la quantité et un gros reach. En fait, oui, il y a des gros influenceurs lifestyle qui ont un reach immense, mais qui ne vont pas forcément engager beaucoup avec leur communauté, avoir beaucoup d'interactions, et puis surtout qui ne vont pas forcément être en lien, vous, avec votre destination. Et puis, donc voilà, donc ne pas seulement se fier au nombre de followers, mais à l'engagement. Pardon, je passe un peu vite. Donc voilà, ça c'est les conseils à notre humble niveau. Nicolas, tu veux, non? Et maintenant, donc les campagnes médias. Donc on fait en règle générale 1 à 2 grosses campagnes médias par an. On est très transparent, on va vous montrer notre reach, nos budgets, etc. Donc c'est des budgets assez conséquents, puisqu'on est un gros office de tourisme, mais c'est pas pour show off, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire, et même avec des budgets plus petits, et en fait essayer de bien cibler ce que vous faites. Donc voilà, donc ça c'était notre campagne de marque, bienvenue dans une autre Grande-Bretagne. Donc les objectifs, c'était l'awareness, l'engagement, et puis inciter les gens à choisir la Grande-Bretagne comme prochaine destination, avec cet esprit d'immédiateté, de voyager tout de suite, parce que la Grande-Bretagne a une image peut-être un peu poussiéreuse, avec Big Ben qui sera toujours là, enfin voilà, tous ces grands châteaux qui seront toujours là. Mais nous, ce qu'on a voulu montrer, c'était vraiment ce côté... c'est assez brûlant en fait, la Grande-Bretagne. Il y a plein de choses à faire, il y a plein d'expériences à voir tout de suite cette année, et donc voilà, booker en gros. Donc notre ciblage, c'était les buzz seekers, experience seekers, comme on les appelle maintenant. C'est des jeunes attirés par des expériences hors des sentiers battus, des choses assez dynamiques. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des icons with a twist. Donc par exemple, ça va être un afternoon tea, mais avec un léger twist. Donc pas un afternoon tea classique, mais un afternoon tea tout en haut du Shard, avec, je sais pas, sur un thème particulier. Enfin voilà, c'est essayer de toujours jouer avec nos grands icons, avec un léger twist. Et donc les dates de campagne, janvier à mars, et puis avril à juin 2022. Donc en 2 vagues. Je vous donne nos budgets. Donc vague 1, plus d'1 million d'euros. Vague 2, moitié moins. Et puis notre mix média qui était assez important. Donc on a fait du paid social, on a fait du out of home, on a fait du catch-up TV, de la programmatique. On a bossé avec des partenaires digitaux et Plus sur de contenu. le out of home, le DOOH, tu peux donc digital out of home, c'est donc les écrans numériques que vous voyez dans les gares et les aéroports, les écrans animés dans le métro, les gares, les aéroports. Ouais, j'ai des exemples. Oui, pardon. De l'audio et plus classique du print. Donc voilà, des exemples de paid social. Donc on était sur Facebook, Snapchat, Instagram, avec des formats courts, 15 secondes, des reels et des formats statiques pour la deuxième phase de considération, avec des budgets, donc vague 1, vague 2, 120 000, 43 000 euros, 43 millions d'impressions, 11 millions d'impressions. Donc voilà, c'est assez énorme. Nous, le paid social, c'est quelque chose qu'on fait quasiment qu'on fait à chaque campagne, comme la presse. Et puis ensuite, autour, on varie un peu en fonction de nos budgets alloués, etc. Mais en tout cas, on garde toujours une partie social très présente, avec des exemples de visuels. Je vais vous montrer des vidéos après aussi. Justement là. Donc le catch-up TV, donc c'est, vous savez, les vidéos en pré-roll avant vos vidéos sur tf1.fr, etc. Donc 2 vagues également, 100 000 euros, 122 000 euros, des gros montants d'impression. Et puis je pense qu'on peut regarder les vidéos. Pardon ? Ouais. Bienvenue dans une autre Grande-Bretagne. Une Grande-Bretagne où l'on découvre de nouvelles saveurs à chaque coin de rue. Et où les matchs de foot ne sont qu'une partie du spectacle. Alors préparez-vous à faire chaque jour de nouvelles découvertes. Donc voilà, donc là typiquement l'icon with a twist, c'était visiter un grand stade de foot, mais en fait pas visiter de manière classique, mais de le visiter en montant tout en haut et en descendant en rappel. Voilà, c'est ce genre d'expérience qu'on a essayé de mettre en avant.
Donc le Digital Out of Home, donc, pour vous montrer les écrans, donc un peu partout dans Paris, les vague 1 plutôt dans les métros, vague 2 en extérieur, avec pareil des gros reach, des gros budgets. Ça coûte assez cher, mais nous on trouve ça important d'être visible, voilà, dans les rues et dans les places très, très passantes, notamment parisiennes. Le print, donc avec des titres très sélectionnés pour notre audience Buzz Seekers, donc les Inrock, les Society, avec une fois de plus nos budgets, et puis la diffusion 3 millions et 2 millions. Donc voilà, tout ça c'est des montants assez gros. Et enfin, donc l'audio. Donc là, je voulais vous montrer ce qu'on avait fait. Enfin, vous montrer, que vous alliez écouter ce qu'on avait fait. On avait fait 2 types d'ads. Donc une partie sur de l'audio sur des sites de streaming, donc des émissions en replay. Donc c'était pas du direct, c'était des émissions en replay. Et une autre partie des pré-rolls avant podcast. En fait, c'est une des premières fois qu'on fait de l'audio. C'est un format de plus en plus qui se développe de plus en plus, les podcasts, etc. Donc on s'est dit qu'on allait tenter l'aventure. Ça a plutôt bien fonctionné. On pense le refaire cette année, là pour la campagne qui arrive début 2023. Donc voilà. Donc je vais vous faire écouter, si tu veux bien faire écouter celle du bas, s'il te plaît, Nicolas. L'info du jour, c'est la découverte d'une autre Grande-Bretagne. Une Grande-Bretagne où on transforme les wagons de métro en restaurants. Et où on trouve des œuvres d'art de renommée mondiale dans la rue, pas juste dans les musées. On nous signale aussi que 2022 sera une année de festivités exceptionnelles à ne pas manquer. Alors je sais pas vous, mais en tout cas moi j'y vais. Pour en savoir plus, une seule adresse, visitebritain.com. Hop. Et puis je voulais vous montrer, donc, pour terminer ce côté campagne, les partenariats qu'on a fait avec les Inrock et Combini, les partenariats de contenu. Donc Combini, on a bossé avec Paul Taylor et Margot de You Make Fashion, vous les connaissez sûrement. Paul Taylor, c'est le plus français des British ou le plus British des Français, je ne sais jamais comment il se présente, qui est assez marrant. Et puis Margot, donc de You Make Fashion. Donc, ils nous ont fait découvrir tous leurs meilleurs plans de Grande-Bretagne via ces 2 vidéos et puis via une carte interactive sur combini.com. Voilà, donc avec tous les réseaux sociaux derrière, les pushs sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Snapchat, TikTok. Ça, c'était un budget de 76 000 €. Donc, la créa plus le push média. Un budget global de 76 000 €. Nous, on trouve ça, je vais revenir ensuite sur tous les points, pourquoi on aime beaucoup bosser avec en partenariat de contenu. C'est parce qu'en fait, ils ont vraiment leur manière d'apporter leur vision sur notre destination, beaucoup moins institutionnelle que nous, qu'on pourrait avoir. Et donc, les Inrock, on a fait visiter la Grande-Bretagne via 5 groupes de musique britannique, donc avec une carte interactive, des interviews de groupes, des playlists, et puis un jeu concours pour gagner un week-end à Londres. Donc c'était hyper complet, c'est vraiment la patte des Inrock, donc très rock, forcément très musique. C'était vraiment hyper sympa, donc pareil, même budget. Voilà. Nous, on a vraiment beaucoup aimé bosser avec ces partenaires. Donc, quel est l'intérêt pour nous ? Pareil, notre humble échelle de bosser avec un partenaire de contenu, c'est que déjà, il faut utiliser des partenaires en lien avec notre audience. Donc, nous, on a vraiment misé sur Combini et les Inrock pour cette fois-ci, parce qu'ils étaient très en lien avec ce qu'on appelle nos experience seekers, donc assez jeunes, assez rock'n'roll, assez délurés. On bénéficie de leur approche qui est beaucoup moins formelle et moins institutionnelle que la nôtre. Ils ont leur manière de parler et puis nous on valide le contenu mais on leur laisse vraiment la carte blanche. Voilà, ils parlent de leur destination avec un autre ton, ils sont plus authentiques peut-être que nous, on pourrait l'être. Et puis on profite de leur audience et de leur reach forcément et de tous leurs réseaux sociaux. Et voilà. Bravo, merci. On peut t'applaudir. C'était hyper clair. Moi, je vais me tourner vers Séverine pour une petite question quand même. C'est impressionnant le dispositif. Comment tu fonctionnes ? Je sais que tu es une personne plutôt dans la confiance et Anaïs a l'air assez
à l'aise sur le poste et avoir pas mal d'idées. Comment toi tu valides ces idées-là et comment tu essaies de faire peut-être le fusible entre le siège, les budgets, les idées, les ambitions de l'équipe? Et comment tu arrives à arbitrer tout ça? Parce que c'est quand même des montants assez élevés. Alors, tout ce qui est réseaux sociaux, always on, comme on dit toute l'année, Anaïs vous a montré ce qu'on fait sur les quatre plateformes. Voilà, moi je délègue complètement à Anaïs et Laura, c'est leur spécialité, elles savent ce qu'elles font. Voilà, on discute de la stratégie bien sûr en début d'année, on fait des points chaque trimestre sur peut-être on vous devenez plus important sur tel thème ou tel thème. Mais voilà, elles font leur plan de contenu, elles produisent du contenu et recherchent ce qu'on appelle user-generated content as well, des photos super qui ont été postées par d'autres personnes et que nous on leur demande on adore votre photo, on peut la reposter. Voilà, elles font des choses comme ça aussi. Donc voilà, de complète autonomie tant qu'on respecte les grandes lignes en termes de thématiques, d'audience, etc. Et puis pour la grosse campagne donc financée par Great, pour ceux qui étaient en plénière tout à l'heure, voilà, là on a peut-être des exigences un peu plus précises. Voilà, donc en général on travaille un peu plus en binôme sur la grosse campagne. Anaïs va gérer les éléments digitaux, partenariat de contenu, etc. Moi je vais peut-être plus m'occuper du out of home, catch-up TV et print par exemple. Donc on se partage un peu les tâches et les channels et voilà. Mais ça me faisait penser quand vous voyez ces gros budgets Great et vous dites mais pourquoi on a zéro budget sur l'organique réseaux sociaux toute l'année. Bon, voilà, c'est que c'est des budgets qui viennent de sources différentes. Donc voilà, c'est vrai que le budget pour la grosse campagne, il sert à la grosse campagne et on n'a pas le droit d'en prendre même juste 10K pour faire nos réseaux sociaux toute l'année. Ça vient d'une autre source. Donc voilà pourquoi d'un côté on peut avoir un énorme budget pour des grosses campagnes et puis à côté le reste de l'année on peut même pas avoir quelques milliers pour entretenir les réseaux toute l'année. Mais voilà, on fait avec. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions. On a quelques minutes pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine que oui. Il y en a qui se grattent la tête, donc ils ont forcément des questions. Allez, on se lance. Allez-y. Passe le micro. Moi, j'ai deux petites questions très simples. Alors, qui je suis? Je suis micro. Christelle. Je suis Christelle. Je suis en charge de la communication à Fontainebleau Tourisme. Voilà, j'ai juste une question en termes d'articulation pour comprendre. Voilà, j'espère qu'elle va parler ma question, micro toujours. Donc du coup, c'est comment vous articulez en fait, c'est-à-dire quand il y a la campagne globale, c'est-à-dire qu'il y a un montant en fait qui est alloué, j'imagine, en Grande-Bretagne. Est-ce que eux, ils visent la France ou ils vous délèguent complètement le marché français, ou est-ce que eux communiquent aussi sur le marché France, mais peut-être avec des cibles qui sont différentes de vous? Et comment vous jouez la complémentarité? Donc ça, c'est ma première question. Je vais peut-être répondre à ça déjà, Allez-y. parce que après je vais oublier. Oui. Donc en fait, chaque marché a un budget alloué. Donc nous, Londres, donc le siège nous alloue un budget pour nos campagnes. Donc là, on a le budget qui est tombé pour l'année à venir, l'année financière à venir. Voilà, on sait qu'on a ce budget alloué et on va ensuite faire, donc, comme disait Séverine, pas vraiment ce qu'on veut. Mais en tout cas, en termes de mix média, on va choisir là où on veut taper, etc., avec notre budget. D'accord. Mais eux, en parallèle, communiquent sur la France, ou pas? Non, nous, Non. on est les seuls. D'accord. Le bureau français communique sur la France, le bureau allemand communique sur l'Allemagne, D'accord. etc. Ok. Et ma deuxième question, ça ressemble un peu aussi à d'où je viens. Donc Fontainebleau, c'est plutôt une ville impériale, urbaine. Puis de l'autre côté, il y a la forêt de Fontainebleau avec des expériences plus village, etc. Et les motivations, en fait, ne sont pas forcément les mêmes. Donc je pense qu'en Grande-Bretagne, la motivation d'aller à Londres ou en Écosse n'est pas forcément la même cible, ne répond pas forcément à la même inspiration. Le tourisme vert aussi, c'est vrai que Londres, il y a des jolis parcs, c'est pas le problème, mais c'est moins ancré dans ce tourisme, voilà, qu'on peut trouver en Écosse. Du coup, en communication, comment vous articulez les choses en proportion, parce que Londres étant le flagship, j'imagine, et aussi d'avoir des expériences qui sont effectivement peut-être pas pour le même public et extrêmement différentes à Londres.
Ouais, déjà il faut faire des choix. Alors Londres, oui, c'est notre flagship, mais en fait, nous vraiment notre rôle, c'est aussi de faire connaître toute la Grande-Bretagne, donc aussi de valoriser d'autres villes telles que Liverpool, Manchester, Bath, etc. Voilà, on essaye vraiment de disséminer les touristes, pas seulement que en Écosse et à Londres. Voilà, on essaye de faire ça, et ensuite donc les villes versus les campagnes, randonnées et tout ça. Il faut faire des choix. Donc, par exemple, là, cette grosse campagne, c'était vraiment autour des villes, parce que ce sont les villes qui ont le plus souffert pendant le Covid. Donc, voilà, c'était le gros focus, les cities, qu'est-ce qu'on fait. Et après, nous, ce qu'on appelle, c'est qu'on fait du City Plus. Donc, c'est-à-dire qu'on envoie des gens à Londres et aussi à 1 heure autour de Londres. Donc, on essaie de leur faire découvrir tout ce qui peut se passer à 1 heure autour de Londres. Ils peuvent y aller en métro, en train, etc., pour faire découvrir justement toutes les autres choses accessibles si les gens restent un peu plus longtemps. Donc nous, notre rôle, c'est de, faire venir les gens tout au long de l'année, donc pas que en été et à Noël, et 2, de faire vraiment découvrir toute la Grande-Bretagne. Et donc si les gens viennent à Londres, et bien de leur faire aussi découvrir tout ce qu'il y a autour de Londres en prolongeant peut-être un peu le séjour. Mais c'est une question de choix. Et donc sur nos réseaux sociaux, en revanche, on essaye de miser un peu plus large, de montrer aussi des beaux paysages, des belles randonnées, etc. Mais pour les campagnes médias, il faut faire des choix. Merci. Une autre question? Oui, Laure. Donc Laure de l'OT de la Grande Motte. D'abord, une remarque, j'ai retenu 2 choses de votre intervention. La première, c'est qu'on a tous les mêmes problèmes. Nicolas qui nous suit le sait. On manque de moyens humains pour aller sur tous les réseaux sociaux, même chez vous. On est dans la même problématique, nous, avec LinkedIn, sur lesquels on souhaite aller, on n'arrive pas. Et votre remarque aussi sur les influenceurs, sur les gros influenceurs. Voilà. Après, il y a une question qui me turlupine avec ma collègue avec qui j'étais en audit sur la présentation de la grosse campagne. Vous ciblez les 25-44 ans et nulle part on voit d'enfants de famille. Ou de, ouais, enfin 25-44 ans, voilà, c'est... Il n'y a pas d'expérience familiale. Alors peut-être sur les exemples qu'on vous a montrés, en effet, peut-être qu'il n'y en avait pas. Après, globalement, dans toute la campagne qui a eu lieu sur tellement de plateformes, on mettait en avant des expériences qui peuvent se faire en famille, bien sûr. Mais c'est vrai que cette cible Experience Seekers, elle voyage davantage en couple, en groupe d'amis. Et oui, on cible un petit peu moins les familles. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de familles qui vont en Angleterre. Oui, c'est pour ça qu'on s'interrogeait, parce que moi, je fais partie de la Londres. clientèle qui est allée en Grande-Bretagne avec des jeunes enfants il y a quelques années, avec des plus vieux aussi, et il y en a beaucoup. Donc on s'est dit, c'est bizarre, parce qu'on cible 25-44, mais on ne voit pas d'enfants, pas d'enfants, pas de famille. C'est pour ça que je disais en plein air que c'est un choix quand même un peu audacieux et risqué de limiter son audience comme ça. Voilà, après, on a des études en backup là-dessus. On verra ce que ça donne. Après, quand on fait une campagne, on touche forcément toujours d'autres cibles par ricochet. Ouais. Je veux dire, vous voyez les pubs dans le métro ou devant les grands magasins. Et pas juste les 25-44 ans qui vont les voir. De même pour tout ce qui est Catch Up TV, puisqu'on passait sur toutes les grosses plateformes de TV, que ce soit TF1, M6 ou France Télévisions. Voilà, donc on sait qu'on va toucher plus large. Et peut-être que le focus sur les audiences, en effet, l'audience est plus dans le choix des images et des expériences. Mais on sait qu'en reach, on va toucher les autres aussi par ricochet. Et c'est peut-être le segment de clientèle qui est le plus en danger sur certaines cibles. Quelle clientèle, les 25-44, c'est aussi peut-être un segment de clientèle qui peut voir la Grande-Bretagne comme une destination un peu vieillissante. Oui, justement, parce que... Ce qui est un problème de pas mal d'acteurs. Qui se mord la queue, c'est-à-dire que si on veut montrer cette image plus moderne, dynamique, diverse, cool, fun de la Grande-Bretagne, l'audience plus jeune semble plus appropriée. Donc voilà, ça va dans les deux sens aussi. Et puis la cible peut-être un peu plus senior, on va peut-être plus la toucher en B2B avec les tours opérateurs classiques, les circuits guidés, les autotours, les programmes Écosse, etc. Et puis avec la presse traditionnelle également, si on travaille avec le Figaro ou avec Le Point ou avec des Paris Match par exemple sur des articles et des voyages de presse, on sait qu'on va toucher cette autre audience aussi de ce moyen-là. Merci.
Oui, bonjour Amélie de l'aéroport de Toulouse. Je suis là. J'ai une question par rapport au fonctionnement du Bureau France Visite Britain. Est-ce qu'il fonctionne un peu comme les bureaux Atout France ou c'est très différent? Je pense notamment à la partie d'Atout France qui fait un peu office de prestataire de services en vendant des services pour les destinations françaises. Ou est-ce que vous agissez uniquement dans la globalité? On est un peu différent d'Atout France, parce que Atout France, ils ont une grosse partie partenariat, des partenaires payants qui contribuent à Atout France et qui sont des partenaires privilégiés pour les opérations à l'international. Nous, on n'a pas cet élément-là. Donc nos bureaux ils sont à l'étranger ont tous une structure assez similaire avec un directeur marché, une personne pour le B2B, pour les RP et la com, et une ou deux personnes pour tout ce qui est B2C, campagne, réseaux sociaux. Voilà, à part les US qui sont plus gros et ont un plus gros bureau. Mais sinon, c'est à peu près comme ça qu'on est répartis et les services support sont à Londres. Tout ce qui va être support marketing, finance, RH, IT, etc. Juste un petit retour d'expérience. J'ai vu passer une pub, je pense, sur un affichage avant un replay à la télé et j'ai dit à mon mari, faut vraiment qu'on aille à Londres. Donc pour vous dire que ça marche. Bon bah merci. Pas encore, mais on y pense, du coup c'est un projet. On prend une dernière question? Oui, il n'y a pas de dernière question. Allez, une dernière question. Je suis Karine de Ozémoges, donc près de Cholet. J'ai une question par rapport au type de posts et à leur succès sur les réseaux sociaux. Les posts séduction, inspiration versus les posts informatifs. Ça m'intéressait de savoir un peu si on peut comparer un peu le succès de ces deux types de posts. En fait, ça dépend quand on les poste. C'est-à-dire qu'en pleine période Brexit, Covid, ce qui a importé le plus nos followers, c'était en effet d'avoir de l'info pratique, etc. Donc là, on avait des énormes succès. Aujourd'hui, si on poste, on fait de temps en temps des piqûres de rappel sur les règles Brexit, ça peut être des gros flops. Parce que voilà, le Brexit, c'est bon, quoi. Je pense que les gens commencent à intégrer le fait qu'il faille un passeport. Donc voilà, ça dépend vraiment de quand on le poste. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de l'inspi. Puis ça dépend aussi de ce qu'on met dans l'inspiration. Il y a des très très belles photos que nous on trouve super inspirantes qui fonctionnent pas bien, puis il y a d'autres photos avec un léger twist qui vont hyper bien performer. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. C'était en lien avec le numérique responsable. J'ai entendu ce matin que d'aller vers des contenus peut-être plus informatifs, ça pourrait contribuer à être plus responsable au niveau numérique. Donc c'était un peu une réflexion dans ce sens. Ouais. Est-ce que Nicolas, tu veux... C'est un sujet compliqué, il y a beaucoup de débats sur le numérique responsable, c'est un sujet qui est tentaculaire, on va en parler à 14h30 d'ailleurs. Je poursuis la promo des autres conférences, que c'est important, il y a beaucoup de sujets qui vont être abordés qui gravitent un peu autour de ces problématiques. Le numérique responsable, il faut aussi voir la part que ça prend. Pour faire court, c'est débile de tartiner de vidéos avec des énormes campagnes de promo parce qu'on sait qu'il y a aussi un impact effectivement derrière, donc il y a une notion de responsabilité. Nous, on a toujours été de notre côté sur l'importance de la photo aussi, non pas que pour des questions écologiques et serveurs et data center, ce qui est aussi un sujet parce que les data centers consomment de moins en moins d'énergie, donc il faut aussi remettre en perspective. Donc on n'est pas tous d'accord sur le sujet du numérique et de l'impact carbone. Néanmoins, il y a des manières de raconter les histoires de manière plus sobre et il y a des manières de faire passer les messages sans aller vers de la grosse vidéo un peu bourrin et des plateformes à choisir aussi en fonction des messages qu'on veut faire passer. Donc c'est pas la résurrection de la photo, mais c'est quand même des choix et un mix aujourd'hui de contenu que Visit Britain fait, que beaucoup font. Là, on vous a montré beaucoup de vidéos, mais il y a aussi beaucoup de photos. Moi, j'aime beaucoup les photos que vous postez. C'est sobre, c'est simple et voilà, il y a vraiment une histoire qui se raconte aussi par là. Donc c'est un vaste sujet. On va s'arrêter là parce qu'il est 12h30. Vraiment un grand merci à Anaïs et Séverine. Merci. Bravo.